EPV stands for the French Entreprise du Patrimoine Vivant, Living Cultural Heritage Companies. It is a label that indicates and recognizes superior craftsmanship, and it is evaluated and awarded by the French Superior Institute of Occupations. After visiting several small living heritage companies in the previous episode, we now carry on our journey in Paris and find more brands that are superior in so many aspects. Le Meurice est le plus ancien des palaces à Paris, puisqu'il a ouvert en 1835, donc c'est le premier des palaces parisiens. Et le Meurice a une histoire qui est vraiment liée à l'histoire de Paris, à l'histoire de la France. Le Meurice est un lieu historique, mais qui a toujours été tourné vers l'avenir et qui a toujours été un lieu d'accueil pour des personnalités venant de France, mais également de l'international. Le Meurice a accueilli beaucoup d'artistes tout au long de son histoire. Et donc c'est vraiment un lieu qui est chargé d'histoire et qui est un lieu de partage, d'accueil et qui est tourné vers l'avenir. Le Meurice is unlike the other handicraft brands in that its living cultural heritage is found in food rather than objects and utensils. On est vraiment heureux de vous accueillir au restaurant Le Meurice Alain Ducasse. C'est un lieu de haute gastronomie de par la localité de ce lieu. On est en face des Jardins des Tuileries. L'hôtel Le Meurice est quand même un hôtel, je dirais, c'est le plus vieux palace parisien, puisqu'on est à peu près 183 ans d'existence. Et donc forcément, ce lieu entraîne à une haute gastronomie, puisque c'est cette présence, cette histoire, ces racines. Et les racines de la gastronomie aussi vont très très loin, je pense. La gastronomie française remonte au temps de la Révolution. Tout le design a été entièrement refait. Donc vous avez vraiment ce côté historique. Les murs ne sont pas touchés puisque c'est quand même protégé par les bâtiments de France. Nous avons des touches vraiment d'art contemporain et on a une luminosité qui vient de l'extérieur. Tous les matériaux utilisés sont des matériaux à la fois chaleureux, pas seulement nobles parce qu'on pourrait se dire on va mettre de l'or de partout, c'est pas là. Non, il y a vraiment une approche de la matière différente. C'est important. On a des nappages qui sont à la fois classe, mais on voit qu'il y a une certaine finesse, délicatesse, mais une naturalité. The Michelin-starred restaurant really exemplifies French cuisine's delight in details and luxury, just like haute couture. The food there originated during the time of the French Revolution. Apprentices are trained to be meticulous, to produce the best tastes from quality ingredients, and maintain the restaurant's proud traditions. Toujours, souci du détail. On parle de haute couture. Le détail est important. La main est important. Le savoir-faire est important. Si je suis auprès de vous là maintenant, c'est parce que tous ces jeunes là, ils sont là dans la précision du détail. Et moi, c'est ça. Au quotidien, on va voir des jeunes qui vont faire du légume, que ça. Il y a un jeune qui va faire des sauces viande, toute la journée. Non, c'est pas bon. Sauce poisson, que ça. Donc leur palais est affiné. Besides culinary art, there are also other EPV products at Le Meurice. The China tableware, for example, is produced by Bernardo, a labelled porcelain manufacturer. Moi, le partenariat, c'est un ensemble. À ce niveau-là, on doit travailler avec des belles maisons. On a des maisons comme la maison Bernardo. Notre art de la table, voilà. C'est important d'avoir cette touche sur la précision de l'art de la table. Mais c'est pas juste, on va voir la maison Bernardo, ils ont une histoire qui est en parallèle à la nôtre, mais c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Nous, notre restaurant, il est comme ça, il a ce design. Qu'est-ce que vous pouvez apporter sur votre vaisselle? C'est cette interaction. On veut pas juste prendre leur assiette, on va dire non, moi l'assiette, elle est pas assez bien. On pourrait l'affiner, on pourrait changer la forme. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Il y a d'autres maisons. Le cuisinier va se servir forcément de quelques poêles. La maison du Beurre, nos poêles. Le petit commis que je suis, j'en ai frotté des poêles du Beurre. Hein. Quand il faut finir le service, il faut qu'elles soient nickel. Et on démarre le service, elles sont impeccables. Mais c'est du solide. C'est des objets comme ça qui ont vraiment aussi une histoire.
toutes ces maisons vont dans le même sens. C'est ce qui permet pour moi, de garder à la fois nos racines, mais de les faire évoluer. Ça doit pas être juste un petit arbuste avec des longues racines, ça doit être un chêne solide qui avance dans le temps, voilà, qui prend la maturité et qui évolue. Il va perdre ses feuilles un petit peu, mais il va se reconstruire. Donc c'est toujours cette continuité qui, pour moi, est l'essence même de nos belles maisons françaises. In fact, Le Meurice, as a hotel, is also a living cultural heritage museum. In the Suite de Pompadour, you can view handicrafts from the time of Madame de Pompadour in the 18th century. Alors le Meurice a ouvert en 1835, mais en réalité son ADN, son identité est très tournée vers le XVIIIe siècle. Et la marquise de Pompadour, qui était une des favorites du roi Louis XV, est une personnalité que nous aimons beaucoup au Meurice, parce que nous partageons avec elle un certain nombre de valeurs. C'était une femme qui était à l'époque avant-gardiste, qui était très liée au monde des arts, qui a notamment permis la création de la manufacture de Sèvres. Et donc c'est vraiment une personnalité avec qui nous partageons toutes ces valeurs. Donc la marquise de Pompadour, qui est très présente dans tout le Meurice, était vraiment une icône féminine. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lui rendre hommage et de lui dédier cette suite. Donc la suite de Pompadour, qui a été rénovée il y a quelques mois, est une suite qui respecte cet héritage du XVIIIe siècle, mais avec un côté très contemporain. Nous l'avons réalisé avec les entreprises Charles Jouffre, donc qui sont des ateliers basés à Lyon et qui sont spécialisés dans tout ce qui est tapisserie. Et nous avons travaillé également avec d'autres marques qui ont le label EPV. Les ateliers Charles Jouffre ont travaillé avec des maisons qui sont des maisons traditionnelles, des maisons historiques. Beaucoup de ces maisons ont ouvert au XIXe siècle. Je pense notamment par exemple à la maison de Clerc qui nous a fourni toutes les passementeries. Je pense également à l'artisan Lucien Gault qui a réalisé les lustres qui se trouvent dans cette suite. Mais nous avons également travaillé avec la maison Moissonnier qui a réalisé pour nous des fauteuils et des bergères sur mesure. Nous avons également une œuvre qui nous a été donnée par la manufacture de Sèvres et qui reproduit une œuvre du XVIIIe siècle, le déjeuner. Charles Jouffre a fait réaliser tous ces tissus avec la manufacture Prel, donc qui est une des plus anciennes soieries lyonnaises. Et pour ce qui concerne la partie plus technique, notre service technique a travaillé avec la maison Meljac, qui a réalisé toutes les prises sur mesure en laiton et qui a également réalisé une pyramide, donc qui représente la pyramide du Louvre et qui est un modèle qui a été développé et en exclusivité pour le Meurice. Fine craftsmanship owes its longevity to aristocratic support. Louis XV's mistress, Madame de Pompadour, for instance, contributed a lot to the development of the embroidery brand, Lange-Joga. The family company, Lange-Joga, was established in 1903. It uses traditional techniques to embroider. Nous sommes une entreprise labellisée entreprise du patrimoine vivant et nous avons été reconnus pour nos compétences dans le domaine de la broderie pour le linge de maison et essentiellement aussi pour la broderie pour le point de Beauvais. Le point de Beauvais est une broderie qui s'effectue au crochet avec un crochet dont la finesse équivaut à celle de l'aiguille. On brode avec un fil très fin et c'est une broderie qui crée une jolie chaînette avec des allures assez 18e. C'était la broderie préférée de Marie-Antoinette et de la Pompadour et elle la faisait elle-même. Donc on la travaille sur un métier et nous sommes certainement en France aujourd'hui à peu près la dernière entreprise, dirais-je, qui fait cette technique dans ses ateliers et qui est capable de faire perdurer la technique. À propos du point de Beauvais, en fait c'est une broderie au crochet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on appelle aussi le point Pompadour,
qui est une broderie dont on connaît l'existence en France depuis les années à peu près 1760. On pense en fait que cette broderie est chinoise d'origine et qu'elle est arrivée par les échanges commerciaux qu'il y avait à l'époque. On envoyait déjà en Chine broder des gilets parce que vous aviez des fleurs que nous n'avions pas ici. Et les broderies partaient en Chine pour certains vêtements d'hommes. On pense par conséquent que la technique au crochet est arrivée en France par ce biais, qu'elle a été comprise, que des marchands ont ramené les crochets et que c'est devenu une technique française. However, it seemed that this long embroidery tradition didn't help the small family company gain a great reputation from customers. It was the EPV label that brought it publicity. Pour nous, c'est très important la labellisation des entreprises du patrimoine vivant. Je pense que la France regorge de savoir-faire, assez peu répertorié et connu. Et le fait d'avoir cette labellisation fait qu'on apparaît un petit peu au grand jour aujourd'hui, alors qu'on a existé, comme vous le voyez, depuis très longtemps. On sait que le plus ancien, c'est Mériot, qui date des années 1700, si mes souvenirs sont justes. Donc il y a très longtemps qu'on existe, mais nous sommes des petites mains de l'ombre, souvent. On travaille pour des chantiers, on travaille pour des grandes marques et on est peu connus. Cette labellisation nous a permis d'avoir une vraie reconnaissance de nos compétences, d'être reconnus comme une entreprise sérieuse et des meilleures. Et à ce titre, les entreprises ou les particuliers qui viennent nous chercher savent qu'ils trouveront chez nous le meilleur de ce qu'ils peuvent trouver dans le pays. Obtaining public recognition was not a big problem in the 8th arrondissement. Garon, a perfumier, is located in this bustling area. The founder, Ernest Daltroff, was passionate about perfume and women. His anecdotes were so wonderful that they made ordinary descriptions of perfumes totally redundant. En 1904, Daltroff revient de voyage qu'il a fait, il a une trentaine d'années, et il décide de faire découvrir à tous ses amis les odeurs et les parfums qu'il a eus dans le monde. Il commence à le faire, à créer cela, il aime le parfum, et lui il décide, par exemple en 1917, avec Félicie Van Pouille qui était sa muse, de créer un parfum qui va marquer l'époque de la libération de la Première Guerre mondiale. Les Américains et les Australiens sont à Paris, ils fument le tabac de Virginie. En France, on ne fume que du tabac brun. Les Américains fument du tabac blond. Ils décident de sortir un parfum qui s'appelle Tabac Blond en hommage à cette libération. Libération énorme dans le sens que, au même moment, Coco Chanel réduit les robes, on enlève le corset, les femmes se coupent les cheveux, elles commencent à conduire, elles portent des grands sautoirs, elles dansent le Charleston. C'est l'histoire d'une liberté retrouvée. Tabac Blond aussi. Et il est né ce jour-là, il est toujours en vente aujourd'hui. Donc une belle histoire. Tous les anciens parfums ont une histoire exceptionnelle. On pourrait raconter plein de choses. 1917, toujours un parfum pour femmes. Les soldats s'en vont en France, dans la guerre, sur les tranchées. Ils sont complètement... Et ils achètent... Et ils créent un parfum. Daltroff crée un parfum pour ces gens-là qui est « N'aimez que moi ». N'aimez que moi, c'est merveilleux. Et les soldats qui vont à la guerre achètent ce parfum, l'offrent à leur marraine de guerre. Et les lettres qui vont aller jusqu'au front sentent le « N'aimez que moi ». Ça, c'est des histoires. Mais une des histoires les plus marquantes pour la marque Caron, c'est 1934. La naissance d'un parfum pour homme. Mais surtout, la naissance du premier parfum pour homme. Avant, sur le reste de la parfumerie mondiale, il n'y avait pas de parfum pour les hommes. Il n'y avait que des eaux de Cologne ou des eaux de toilette. Il y a une concentration qu'il ne fallait pas abuser pour l'homme. C'était des parfums assez légers. Ça pouvait tenir, l'eau de Cologne était assez fraîche. Daltroff décide, lui, de dire non. Il faut à tout prix que l'homme ait aussi, comme la femme, des parfums. Il prend quelque chose que les parfumeurs maîtrisaient divinement bien à l'époque pour les hommes, qui était la lavande. Il en mélange 3 ou 4 lavandes de manière très précise, rajoute un des mets qu'utilisait Félicite Van Pouille énormément, qui était la vanille, et sans compter 2-3 autres petits ingrédients à l'intérieur, il crée le premier parfum pour homme qui s'appelle « Pour un homme de Caron ». Ce parfum existe toujours, la formule est inchangée, nous fabriquons toujours les mêmes produits
Et ça fait plus de 80 ans que nous le commercialisons. Ça veut dire plus de 4 générations, déjà. On est en train d'attaquer la 5e génération de personnes qui le portent. Alors c'est un parfum pour hommes, pas de problème. Mais si c'est pas un parfum pour hommes, ça veut dire que les dames, vous mesdames, ben vous avez accepté. Parce qu'un homme porte un parfum parce que les femmes acceptent que l'homme le porte. Et donc, c'est un parfum très masculin que les femmes adorent. Et c'est même un parfum où 20% des acheteurs sont des femmes. Ah là, c'est une histoire, c'est-à-dire qu'il y a des parfums, entre guillemets, qui ont, quand ils ont vu le jour, avaient des flacons à eux, des flacons, mais les ventes devenaient un peu plus confidentielles, et puis il n'y avait pas le marketing qu'il y avait maintenant, en 1904, en 1911, en 1920. Donc certains flacons ont été arrêtés, et donc la production de flacons était trop courte pour pouvoir continuer à les faire, et donc aussi bien Daltroff que les successeurs de Daltroff, on a décidé de le mettre dans des fontaines. Alors pendant des années et des années, ça a été des fontaines en baccarat. Les formules sont les mêmes, la clientèle vient, on lui commercialise un flacon, à nous, soit en cristal, soit en opaline, soit peu importe, ou même elle peut venir avec un flacon à elle qu'elle aime beaucoup, et on lui remplit directement à la fontaine. Et donc la femme, quand elle vient chez nous, avec le flacon, soit qu'on lui a offert un jour, soit de sa grand-mère ou autre, elle vient, elle sent des parfums qui ne sont vendus dans le monde que dans des fontaines, donc grosso modo une dizaine de points de vente dans le monde, et on lui remplit le parfum qu'elle veut. Interestingly, what made Garance so famous was not only the first men's perfume and the perfume filled from a decanter into a bottle your grandma gave you, but also the finest face powder in the world. Et c'est les fameuses poudres libres. Des poudres libres, quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on peut aussi, sans aucun problème, revendiquer que nous avons les poudres libres les plus fines au monde. Elles ne sont constituées que de pierres tamisées, que d'arguments, entre guillemets, naturels, qui sont broyés, écrasés, tamisés, malaxés. C'est un secret de fabrication. C'est une bonne mayonnaise, mais chacun fait la bonne mayonnaise, nous allons peut-être trouver la très bonne. Nous parfumons ces pierres aussi au départ, ce qui fait que nous pouvons rajouter un parfum. À l'époque d'Altroff, il sortait un parfum, il sortait une poudre. Il a fait ça pour, je disais, tabac blond, il l'a fait pour en avion, il l'a fait pour plein de parfums. Moving from the commercial area and coming to an older middle-class area, we find another living cultural heritage craft. La Maison Balleron a été fondée en 1902 à Paris par 2 musiciens professionnels qui ont ouvert leur petit magasin de musique. Et au fil des années, il a augmenté. Il y a la guerre de 14 qui est arrivée, donc il y en a un des 2 qui est décédé, et c'est la nièce, Madame Morissette Balleron, qui a repris la maison et qui l'a tenue jusque dans les années 75. Elle était spécialisée dans la vente de pianos européens, notamment Bechstein, et mes parents ont repris la maison dans les années 75, et puis moi je suis arrivée dans les années 1980, où j'ai fait mon apprentissage dans la maison à l'âge de 15 ans. Et j'ai repris les rênes de la maison en me spécialisant dans la restauration des pianos anciens. Les pianos anciens, c'est-à-dire les années 1840 à 1940, c'est-à-dire en gros à peu près de l'époque Chopin jusqu'à Cortot. Je ne fais pas de restauration d'instruments postérieurs à la guerre parce que c'est une industrialisation du piano. Moi, je travaille la restauration des instruments qui ont vécu toute cette période de 1840 à 1940. Donc c'est assez vaste parce que c'est le piano moderne tel qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'il a un marteau en feutre. Il commence aussi bien à l'époque de Chopin jusqu'à le piano de Ravel juste avant la guerre. Piano restoration is demanding and lonely work. Like other EPV expertise, there is no systematic training either, and learning the techniques relies on an apprenticeship system. Piano restoration means not only restoring its former beauty, but also accurately reproducing the original sound. The process is extremely complicated. What adds to the complexity is that the tuning depends on perfect hearing.
qui arrive chez nous, qui nécessite une restauration, en général, il est difficile de jeu parce que sa mécanique est abîmée, donc son toucher n'est pas correct. La plupart du temps, il ne tient plus de l'accord, donc sa structure harmonique nécessite des travaux. Et puis, très souvent, le meuble est très abîmé ou fatigué, et donc nous devons travailler aussi bien le toucher, l'expression musicale, donc, la sonorité d'ensemble, le timbre, et l'aspect esthétique. L'aspect esthétique est très important parce qu'à cette époque, on avait toujours de très beaux pianos qui étaient fabriqués en palissandre, en acajou, en noyer, avec des beaux vernis gomelac à l'ancienne, des vernis tampons. Il y a 4 postes clés dans la restauration d'un instrument. Le travail donc sur la partie harmonique, on enlève toutes les cordes, on va travailler la table de l'harmonie qui est la plupart du temps fendue. On travaille le son, le timbre grâce à déjà ce travail de restauration de la table d'harmonie. Ensuite, on travaille sur la mécanique, tout le travail du toucher, toutes les pièces de mécanique à remplacer. Ensuite, il y a le travail de remontage des cordes qui va nous permettre d'entendre le piano restauré et tout le travail de réglage de la mécanique et d'harmonisation qui nous permet de travailler le timbre, de retrouver la voix de l'instrument. En dernier ou en même temps, il y a le travail de l'ébénisterie qui nous permet donc de retrouver toute l'esthétique de l'instrument. On doit fabriquer nos vernis, faire des essais de différentes teintes et de dilution de vernis pour obtenir le beau brillant qu'on désire. Piano Ballarat is a good illustration of the significance of a living cultural heritage. A piano is a tangible object, but it is the intangible craftsmanship that needs to be protected and passed on. This is the same with each and every living cultural heritage company in Paris.